Jeudi 10 février, 21h30, sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM, ainsi que sur radiocentreville.org et sur nos podcasts. Voici Fraîchement Jeudi. « 162e émission de Fraîchement Jeudi, la tribune des communautés 2 LGBTQ et A+, sur les ondes de Radio Centre-Ville. Ici Denis Martin Chabot, au sommaire de notre émission, retour de notre chronique santé avec le docteur Pierre Côté. On parle de prévention du suicide. Retour aussi de la chronique cinéma avec Richard Bradley. On parle de films à thématique 2 LGBTQ et A+, ou de nos acteurs et actrices dans ces films à la veille des Oscars et des Césars. Et puis, c'est les adieux de Julie Lemieux qui quitte fraîchement jeudi. Mais avant tout ça, le défi de se relever de 2 ans de pandémie pour notre village à Montréal avec la directrice générale intérimaire de la SDC du village, Gabrielle Rondy. C'est un programme. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin Chabot. Bientôt 2 ans que nous vivons dans cette pandémie mondiale de la COVID-19. Maudit qu'on est tanné d'en parler, qu'on est tanné d'en entendre parler, mais c'est la réalité avec laquelle on doit composer. Et c'est une réalité avec laquelle nos commerçants, nos commerçantes, nos entrepreneurs, entrepreneuses du village, notre village à Montréal, doivent composer aussi. Et pour discuter de ça, de la situation, l'état des lieux et comment on va pouvoir se sortir de tout ça, j'ai invité Gabrielle Rondy, qui est directrice générale, c'est ça, Gabrielle? Intérimaire. Intérimaire parce que c'est pas vous remplacer, mais j'imagine que, j'espère que vous avez l'idée de rester peut-être, on ne sait pas. On s'en reparlera. On s'en reparlera, oui, je vous ai mis un peu sur la sellette là. Gabrielle, d'abord, l'état des lieux. Je pense que c'est une vérité de la palisse. Ça ne va pas bien dans le village présentement, là, avec l'économie et avec la COVID et tout ce qui se passe. Quel est votre constat, vous, que vous faites là-dessus? Là? Je dirais que ça va mal un peu partout quand je parle aux entrepreneurs de partout au Québec. C'est difficile. Les restaurateurs, évidemment, on souffle un peu depuis que les restaurants ont pu ouvrir leurs portes à nouveau, mais c'est sûr que le village, c'est un secteur qui est traditionnellement marqué par des bars et des restaurants. Et nos tenanciers de bar, en ce moment, n'ont aucune idée de la date à laquelle ils vont pouvoir réouvrir. Fait que ça, c'est sûr que c'est extrêmement difficile pour eux, parce qu'au moins, s'il y avait une date vers laquelle se projeter, ils pourraient se dire, bon, il nous reste 2 semaines, 3 semaines, un mois, on se prépare à la réouverture. Fait qu'il y a une bonne partie de nos commerçants en ce moment qui n'ont aucune idée de la date à laquelle ils vont pouvoir opérer à nouveau leur entreprise. Donc, c'est sûr que ouais, c'est pas facile. Les télétravailleurs sont encore en télétravail, donc il manque beaucoup de travailleurs dans le village qui venaient l'achalander en saison hivernale. Donc, c'est un peu tranquille, mais quand même, il y a de la vie dehors. On voit les gens. Ça fait plaisir de voir des gens l'hiver. Maintenant, quand on passe par la rue Sainte-Catherine-Est, évidemment, là, c'est l'hiver, c'est toujours un peu plus compliqué, mais disons que ça n'a plus la même vie. On voit beaucoup de commerces fermés, il n'y a plus autant de monde, il n'y a plus autant d'activités. Clairement, la COVID a eu un impact. Qu'est-ce qu'on va faire pour ramener le monde, leur dire c'est beau le village, venez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je dirais qu'il y a 2 choses, en fait, à votre question. Le village a toujours vécu principalement durant la saison estivale. Alors, la piétonisation, cet été, en 2022, ça va être la 16e piétonisation consécutive du village. C'est un quartier où les commerçants, leur activité commerciale dépendait beaucoup des touristes internationaux, des festivaliers aussi de Fierté Montréal. Donc, les gens vivaient de l'été carrément. Puis l'hiver, c'était comme normal que c'était une saison qui était un peu plus morte. Les commerçants se reposaient pendant l'hiver, qui attendaient, ils misaient tout l'été. Là, on a plusieurs programmes qui ont été mis en place pour aider les commerçants puis créer de l'achalandage à l'année. Mais c'est évident que c'est ça. La COVID, elle nous met des bâtons dans les roues. Sinon, quand vous parlez de locaux vacants, c'est évident que c'est une problématique, pas juste dans le village, là, pour tout le centre-ville de Montréal, c'est un enjeu important.
Mais je dirais qu'en fait, on a à peu près le même nombre de locaux vacants qu'avant la pandémie. On a plusieurs commerces qui ont ouvert leurs portes. Étonnamment, là, durant la pandémie, des fois, on se dit que tout le monde a fermé les portes, mais non, il y a plein de choses qui ont ouvert, puis surtout des commerces de proximité, en fait, qui ont ouvert leurs portes. Puis ça, c'est très chouette parce que les résidents qui vivent dans le village ont besoin de plus de commerces de proximité pour vraiment vivre leur quartier. Fait que, en termes de locaux vacants, on dirait à peu près égal avant la pandémie, ce qui est une très bonne nouvelle pour le village. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a plusieurs campagnes qu'on a lancées. On a lancé une belle campagne d'achat local pour nos résidents. Donc, on a envoyé une belle campagne à 10 000 résidents du village à cet automne. On a aussi une campagne d'achat local bonifié. Les gens mettent 20 on en donne 10 de plus. Ça fait 30 à dépenser. Ça, les clients ont été au rendez-vous. C'est quand même 45 000 qui ont été investis dans le village via cette campagne-là avec nos partenaires financiers là-dedans, Tourisme Montréal et la plateforme Outgo, qui est une plateforme 100% québécoise. Fait que oui, je dirais que c'est nouveau un peu pour la SDC, mais on a plusieurs programmes, on a plusieurs initiatives pour vraiment faire rayonner les commerces du village à l'année et plus seulement durant l'été, durant la piétonisation. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une éventuelle campagne médiatique? Je le sais parce que j'ai vu quelques petites choses. Je ne veux pas vous forcer à me raconter toute cette campagne-là, mais il y a quand même une grande campagne qui s'en vient là. C'est vrai, on a fait refaire notre image de marque par LG2. Les gens ont pu voir un peu de ce changement-là d'image de marque sur nos réseaux sociaux. On avait avec les deux L du village qui fait comme égal, c'est ça? Exact, C'est très exact. bien, oui. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Village Montréal voulait poursuivre son évolution, surtout pour mieux représenter et inclure l'ensemble des populations de LGBTQ+, qui composent vraiment l'identité du village. Mais on voulait surtout incarner les orientations de notre manifeste qu'on a lancé en octobre 2020. Puis avec ça, on voulait se définir comme le quartier inclusif de Montréal. Évidemment, on ne se dit pas que les gens vont dire « Hey, viens-tu ce soir, on va aller prendre une bière dans le quartier inclusif de Montréal ». Non, c'est un qualificatif. Le village va toujours rester le village. Quand j'ai vu des articles qui disaient que le village changeait de nom, le village ne change pas de nom. Le village, c'est le village, puis il va toujours rester le village. Mais on est venu le qualifier de quartier inclusif pour que vraiment tout le monde se sente bienvenu, accueilli, respecté dans le village. C'était vraiment important pour nous. C'est comme tu dis, Denis Martin, tu as eu un petit scoop. Là, on a une très belle vidéo qui va sortir au courant des prochaines semaines. On devait la lancer, en fait, en décembre 2021, mais là, avec la fermeture des restaurants et des bars, on va dire que le timing était moins au rendez-vous pour, pour lancer ça. Donc, on attend des bonnes nouvelles, surtout pour nos bars, sentir un peu qu'il y a un regain de vie dans le village, puis là, on va lancer ça, mais on a vraiment hâte parce que honnêtement, c'est une mise en scène de la diversité, je trouve, qu'on a rarement vu dans une vidéo publicitaire. Je pense que les gens, je pense que tout le monde peut se sentir représenté dans cette vidéo-là. On a essayé de mettre tout le monde. Évidemment, on ne pouvait pas mettre 300 personnes, donc on a essayé de faire un petit bassin qui représentait bien les communautés qui viennent dans le village, qui fréquentent le village et qui composent vraiment l'ADN de ce quartier inclusif-là. Gabriel, je pense qu'on ne peut pas ne parler du village, de la SDC et de ce qui se passe présentement sans aussi faire, en fait, vous parlez aussi, vous êtes grandement critiqué. Les 2 dernières années ont été difficiles. Il y a quand même beaucoup de gens qui critiquent l'état du village. Comment vous réagissez à ça? Mais c'est sûr que c'est difficile. On fait vraiment de notre mieux, la SDC, puis en fait, toutes les SDC, c'est des équipes microscopiques. On travaille très fort avec tous nos partenaires, l'arrondissement de Ville-Marie, la Ville de Montréal. On travaille vraiment fort pour en faire un quartier qui est plus beau, qui est plus sécuritaire, qui est plus achalandé à l'année, ce qui est nouveau vraiment pour le village et pour la SDC. Mais c'est ça. C'est sûr que les 2 années de pandémie ont été très difficiles. On avait des beaux projets qui s'en venaient, puis la pandémie, on a arrêté quelques-uns. On travaille sur d'autres choses. On va avoir une très belle piétonisation cet été qui s'en vient. Mais c'est sûr, c'est ça. Des fois, on se dit, si tout le monde ramait dans le même sens que nous, si tout le monde commençait à parler positivement du village, on pourrait vraiment, tout le monde ensemble, en faire le plus beau des quartiers de Montréal, le plus inclusif, le plus coloré. Mais c'est ça. Des fois, on aimerait ça que les gens soient plus bienveillants, on va dire, envers le village, puis participent à ce changement qu'on est en train d'essayer de faire, mais qui, évidemment, prend du temps. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. On aimerait ça, avoir une baguette magique, puis le transformer d'un coup, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça prend du temps, mais on a vraiment des partenaires qui sont avec nous là-dedans, qui ont la même vision que nous, en faire un quartier qui est plus beau, plus sécuritaire, plus achalandé. Ça sent bien. Bien, Gabriel, on a vraiment hâte de voir ça. On est très content de vous avoir reçu fraîchement jeudi. À très, très bientôt.
Merci, à bientôt. Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener, car y a pas de couleur, ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier. C'est les héros du quotidien qui sont comptés, sacrifient leur vie au nom de notre santé. C'est même qui criaient dans la rue, venez nous aider. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ça fait du bien. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Il a fallu en arriver là pour qu'on se parle, qu'on recommence à s'amuser avec dalle, pour qu'on s'appelle, qu'on se dise je t'aime, est-ce que t'as mal? Avec le temps, on retrouvera le temps et la morale. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ça fait du bien. La 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 la, la 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 la, la 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 la. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, mais tenir encore, et chanter plus fort. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ça fait du bien. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin-Chabot. Et demain, chanté par un collectif de plus de 250 personnalités françaises, des artistes, des sportifs et des journalistes qui se sont mobilisés pour porter un titre inédit, chanté à l'unisson. Cette démarche au profit de la Fondation des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, a pour but de collecter des fonds auprès de chacun et chacune afin de soutenir et aider ces personnes anonymes qui œuvrent chaque minute et sans relâche pour nous permettre d'espérer un autre jour, un autre temps. Eh bien, c'est le retour de la chronique cinéma en 2022. C'est notre première fois depuis décembre. Et à nouveau, je reçois notre expert, notre cinéphile par excellence, Richard Bradley. Salut Richard. Bonsoir, Denis Martin. Alors là, on va parler de films qui... c'est parce qu'on est un peu dans la saison des Oscars, hein, ça s'en vient bientôt. Et tu nous proposes donc des films qui ont de grandes chances de se retrouver sur la liste aux Oscars. Commençons par un titre qui semble beaucoup te plaire, The Power of the Dog de Jane Campion. Jane Campion, on se souvient, elle avait gagné des Oscars pour son film de piano, La leçon de piano. Une réalisatrice australienne ou de Nouvelle-Zélande, je ne suis pas tellement certain. Et puis, ça met en vedette des acteurs très intéressants. Je ne sais pas si on se souvient de Benedict Cumberbatch. Alors, lui, je l'adore. Je trouve qu'il va être très bon dans ce film-là. Je dois mentionner que la majorité des films dont je parle aujourd'hui, je ne les ai pas vus.
Et Ah ben? contacté plusieurs sites de cinéma pour avoir les gagnants soit du Golden Globe, de National Board of Review. En tout cas, j'ai trouvé 11 sites qui donnaient leur prédiction. Et à partir de ce sondage-là, ben, c'est là que j'ai pu considérer certains films qui ont beaucoup de chance, qui ont gagné beaucoup de prix déjà. Puis The Power of the Dog, c'est d'un de ceux-là. Oui, Ça a un côté LGBT. oui. En fait, je t'interromps parce qu'il faut dire que c'est pas évident d'aller voir des films de ces jours-ci. Je pense que les salles de cinéma sont plus souvent fermées qu'elles sont ouvertes. C'est ça. Là, ils sont supposés ouvrir le 7 février. Alors, au moment qu'on se parle, j'espère qu'ils sont déjà ouvertes, là. Ouais. Mais il y a beaucoup de films-là qui ont été retardés à cause de la pandémie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que The Power of the Dog est si intéressant pour nos communautés du LGBTQIA+. Bon, l'histoire, c'est un éleveur qui est très désagréable, qui mène ses employés par le bout du nez, puis il est très violent, très méchant avec eux. Son frère vient à la maison et ramène une nouvelle épouse, et le fils de cette nouvelle épouse. Alors, l'éleveur en question, le dirigeant, est très déplaisant avec eux autres aussi, jusqu'au jour où il s'aperçoit qu'il est fortement attiré par le fils de la nouvelle épouse de son frère. Oh là là, OK. Alors, celui qui fait le fils, c'est Cody Smith McPhee. Moi, là, je l'ai vu dans d'autres films. Il a toujours eu l'air d'avoir le même âge. On dirait toujours qu'il a 16-17 ans. Mais en réalité, il a 25 ans. Alors donc, c'est une relation un peu daddy-fiston, là, comme certains se plaisent à aimer moi je pourrais dire, dans certaines modes de films porno. Mais là, on n'est pas dans du film porno quand même. On n'est pas dans le film porno. Avec Jane Campion, là, ça m'étonnerait bien gros que ça soit très explicite. Ouais. Donc, moi, surtout avec Benedict Cumberbatch, qui est un excellent comédien, j'ai l'impression que ça devrait être un film à surveiller. Bon, on va aller tout de suite à un autre film qui retient ton attention, qui est Tic Tic Boom, avec l'excellent Andrew Garfield. Andrew Garfield, c'est un autre qui va sans doute être en nomination pour un prix. C'est l'histoire d'un jeune compositeur travaillant comme serveur à New York qui tente de percer dans le milieu des comédies musicales malgré les pressions de son entourage et l'épidémie de sida qui sévit dans les années 1990. C'est basé sur un fait réel. Le jeune compositeur, c'est celui qui a composé la comédie musicale Rent. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui, Rent, c'est fabuleux. Quelle fabuleuse comédie musicale. Moi, personnellement, je l'ai vu sur Broadway. J'ai vu la production originale. Juste une petite note pour ceux, on va montrer qu'on a un peu de culture, toi et moi. La personne qui a écrit, là, c'est plate parce que le nom ne me revient pas, mais Jonathan, son prénom, qui a écrit Rent, tu sais qu'il est décédé avant la première de Rent sur Broadway. Écoute, je te laisse aller maintenant sur Tic Tic Boom. Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. Jonathan Larson est décédé quelques jours avant la première sur Broadway. Le film, parce que Rent a été fait en film, puis ça n'a pas marché du tout. Je ne comprends pas pourquoi, parce que le réalisateur Chris Columbus était très bon, mais ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est une autre histoire qui pourrait être vraiment intéressante. On a beaucoup d'éloges avec Andrew Garfield. Oui. Qui joue le compositeur en question. Alors, c'est une série d'époque des années 90, la difficulté de tous ces jeunes bohèmes qui essaient de vivre de leur vie, de l'amour, mais entourés du sida à l'époque qui faisait des ravages. Oui. Écoute, donc c'est un film qui va beaucoup parler à nos communautés, effectivement. Oui, oui. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais ça qu'on regarde un peu les autres titres qui ont retenu ton attention. Clairement, on va le dire parce que c'est un Québécois. Denis Villeneuve, Dune, devrait... Toi, tu penses que ça va se retrouver en liste aux Oscars? Moi, je pense que oui, pour les effets techniques, l'image, les décors, tout le côté technique est très important chez Denis Villeneuve. Je ne crois pas qu'il va y avoir d'acteurs qui vont être en nomination parce que c'est un ensemble d'acteurs. Donc, il n'y a pas nécessairement un acteur qui a un rôle principal très déterminant. Oui. Écoute, je vais t'amener à un film, parce que tu l'as signalé, un film qu'on retrouve sur Netflix qui s'appelle Don't Look Up, le déni cosmique, que j'ai absolument adoré
quand je l'ai regardé. Écoute, je l'ai regardé, c'était disponible dans le temps des fêtes. J'ai dû le regarder quelques jours après. Et toi, tu penses que ça pourrait se retrouver aux Oscars? Ça m'en parle beaucoup. Ils ont remporté plusieurs prix, dont la nomination pour Leonardo DiCaprio. Oui. On n'avait pas reçu la fois qu'il a gagné son Oscar, là. Oui. Mais il y a aussi Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett. C'est une pléiade d'acteurs très importants qui jouent dans ce film-là. Ah, moi, j'ai adoré Leonardo DiCaprio et j'ai adoré Meryl Streep en version féminine. Il faut le faire de Donald Trump. C'est vraiment ça. Je ne sais pas si tu as vu le film. Moi, j'ai vraiment, je vais le dire à la radio, j'ai capoté. J'ai adoré ça. Écoute, on va sauter un peu plus loin parce qu'il y a, entre-temps, les Césars qui s'en viennent et il y a 3 Québécois en nomination. Je pense qu'il faut le mentionner. Oui. Meilleure actrice dans ce second rôle, Danielle Fichot pour le film Aline. Oui. Est-ce que tu l'as vu, Aline Richard? Oui. Oui, comment tu as trouvé ça? Moi, j'ai aimé ça. Oui, moi aussi. J'ai trouvé qu'on ridiculisait la famille Dion du tout là-dedans. C'est comme un conte de fées. Oui. C'est une adaptation, puis c'est intéressant. Écoute, on continue. Donc, tu parles de Mme Fichot. Il y aurait 2 autres nominations. L'autre, Sylvain Marcel dans Aline, qui est vraiment extraordinaire. Moi, je l'ai trouvé très, très bon. Là. Il s'est surpassé, ce gars-là. Il mérite sa nomination, puis il mériterait le prix aussi. Mm-hmm. Et le troisième, c'est Xavier Dolan dans Illusion perdue, qui deviendrait d'après un roman d'Honoré de Balzac, que je n'ai pas vu, c'est une époque. Mais il semblerait qu'en France, c'est très coté. Je ne l'ai pas vu, mais espérons, les cinémas vont rouvrir. On va peut-être pouvoir à nouveau profiter de ce 7e art. Écoute, c'est déjà tout le temps qu'on avait, toi et moi, Richard. On va se reprendre la semaine prochaine pour d'autres propos sur le cinéma. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, puis je souhaite une bonne année à tous les auditeurs. Et à toi pareillement. Merci. Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime. Comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte, je t'aime à ma façon, et même après je t'aimerai, et même après je t'aimerai. Tu sais, souvent je me contiens, tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie, j'aurai le médecin. Je t'offrirai même mes 2 reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime. Comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte, je t'aime à ma façon, et même après je t'aimerai.
Je t'aimerai, je t'aimerai. Et puis après, Je t'aimerai de Hoshi. Fraîchement jeudi. On fait une pause publicitaire et Fraîchement Jeudi vous revient sur le coup de l'heure pour notre deuxième moitié d'émission. Il est présentement 22 heures, de retour au 102,3 FM Radio Centre-Ville ainsi que sur radiocentreville.org et sur nos podcasts. Nous revoici donc dans Fraîchement Jeudi. De retour à Fraîchement Jeudi, la tribune des communautés 2 LGBTQIA+. On commence avec notre chronique santé. Allô maman bobo, allô maman bobo. Sentez-vous bien avec le docteur Pierre Côté. Eh bien, c'est le retour de la chronique santé avec le docteur Pierre Côté. Et on commence avec un sujet qui est, on peut dire qu'il n'est pas très léger, on peut dire qu'il est même un tabou. Parler du suicide sauve des vies. Eh oui, Denis Martin, en fait, parler du suicide sauve des vies, c'est le thème qui a été choisi par l'Association québécoise de prévention du suicide pour la 32e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide, qui était la semaine dernière. Donc, si vous avez remarqué, on a quand même entendu parler un petit peu dernièrement, un petit peu plus qu'à l'habitude. Oui, puis je pense qu'on peut en parler une semaine de plus, même si ce n'est pas la semaine du suicide, parce que c'est important là, d'en parler. En ce début d'année 2022, c'est la deuxième année bientôt qu'on est dans la COVID, puis qui finit plus de finir. Fait que tout le monde est affecté dans sa vie de tous les jours par ce fameux virus. Je suis tout à fait d'accord. L'hiver, puis particulièrement en mars et en avril, c'est vraiment une période qui est assez sombre, tant au point de vue de la lumière au point de vue du moral des troupes. Donc, c'est pas le moral n'est pas à son meilleur. Puis là, en plus, avec la COVID, on sent vraiment que le monde est un peu à bout. Et depuis 2 ans, je pense qu'il n'y a pas un bulletin de nouvelles à la télé ou à la radio qui ne nous en parle pas de la COVID ou du COVID. C'est quand même quelque chose. Hein. On sent vraiment que le monde est fatigué. On a l'impression qu'on est en dessous d'une espèce de nuage gris qui se déplace pas vraiment vite. C'est fou parce que dans ma pratique, là, dans la pratique de mes collègues aussi, en tout cas, on sent vraiment que les gens, la souffrance des patients, on voit beaucoup de gens qui consultent pour des troubles somatiques. Tu sais. Les gens sont anxieux, sont déprimés, ils ont peur d'être malades, peur d'attraper le virus,
s'isolent, ils ont peur de sortir pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un couvre-feu ou peu importe, parce sont insécures financièrement, ils ont, ils ont perdu leur job ou sont en chômage ou il y a un petit peu de PCU qui les fait survivre, mais il y a plusieurs raisons. Et aussi ceux qui vivent des deuils parce qu'ils ont perdu des personnes proches dans des conditions qui sont souvent lamentables, puis qui n'ont pas eu la chance d'avoir un rituel, d'avoir des obsèques comme tout le monde. Et c'est pas rien, ça, en fait. On pourrait en nommer comme ça longuement des raisons pour lesquelles les gens se sentent pas bien. Mais quand même, pour certaines personnes, cette souffrance-là est vraiment plus importante, voire ça peut être devenu intolérable. Puis la perception que ces gens-là ont, c'est pour mettre fin à cette souffrance-là, ben, c'est de mettre fin à leur vie. Ouais. C'est épouvantable. Et de toute façon, on le sait, il y a quand même des signes qu'il y a eu une hausse. On va avoir des données plus claires éventuellement, mais on commence à sentir qu'il y a une hausse là, des suicides, probablement dû à toute cette COVID et puis à l'ambiance qui est autour de ça. Mais en fait, au-delà de ça, comment savoir si quelqu'un dans notre entourage est plus à risque de se suicider? Oui. En fait, le phénomène du suicide, c'est complexe. C'est souvent un cumul de facteurs de vulnérabilité de la personne à des moments qui sont critiques, qui sont désagréables et qui sont très souffrants que peut vivre qu'une personne. Par exemple, les personnes qui sont déjà aux prises avec un problème de santé mentale à la base ou des personnes qui ont un problème de dépendance, que ce soit à l'alcool, aux drogues ou aux jeux, ben c'est certainement des gens qui sont plus à risque. Puis, il y a des événements qui surviennent chez ces personnes-là qui peuvent augmenter encore plus le risque de passer à l'acte au suicide. Tu penses à une rupture amoureuse, une perte d'emploi, un échec important là, par rapport à quelque chose qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Les gens qui ont une rechute de la consommation, qui ont perdu beaucoup d'argent à cause de gambling ou qui reçoivent un diagnostic d'une maladie grave. En fait, il y a plein d'autres exemples, mais en général, ça se passe dans un contexte, il y a des événements qui peuvent précipiter les gens à passer à l'acte. Mais dans le concret, là, comment moi je pourrais reconnaître les indices ou un comportement, là, ou des comportements chez quelqu'un, chez un proche là, qu'on pourrait dire suicidaire? En fait, la plupart des personnes qui se suicident, en général, ont envoyé des messages de détresse ou de souffrance avant de passer à l'acte, qui ont manifesté leur intention d'en finir. Je pense qu'il faut être attentif. Et c'est souvent des petits signes, mais la personne peut parler souvent, elle perd son intention de se tuer de façon qui est plus ou moins claire, mais lance des commentaires comme genre, je vais me tuer ou vous seriez bien mieux sans moi ou bientôt vous allez avoir la paix. Et on peut voir on voit souvent des changements de comportement qui sont un peu drastiques, un peu bizarres. La personne va faire son testament, elle donne des objets qu'elle a comme en cadeau, ce qui est un peu inhabituel pour cette personne-là. Elle s'isole davantage, fait tout le ménage de ses papiers. Puis on voit qu'elle elle ne se lave plus beaucoup, elle a une hygiène corporelle qui est négligée, qui est négligée. Elle a des comportements aussi, on peut voir des comportements dangereux, qu'elle ne veut pas habituellement de conduire rapidement, de ne pas mettre sa ceinture de sécurité, de conduire en état d'ébriété, parce que personne s'en fout un peu. Puis, ou cette personne-là se met tout d'un coup à avoir un intérêt pour les armes à feu. Puis se met à parler de réincarnation ou de cimetière. On ne reconnaît pas en fait la personne. Son humeur a changé. Il est en dents de scie. La personne n'a plus d'intérêt en rien. Elle n'a pas de plaisir. Elle n'a plus d'émotion.
pas capable de se concentrer, elle devient un peu incohérente. Donc, ça fait gros, là, mais on n'a pas nécessairement tous ces symptômes-là, mais je pense qu'il faut remarquer des changements récents. Quand on sent que la personne n'est plus pareille, qu'elle semble avoir de la misère à fonctionner, je pense que c'est des éléments qui doivent nous allumer un peu. Et je pense qu'il faut écouter ces feelings dans ce temps-là. Une courte pause, on te revient. Oui, on a fait une petite pause parce que c'était quand même beaucoup à absorber, Pierre. Oui, hein? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... À dire aussi, hein? Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là, si on est inquiet pour un proche? En fait, je pense que le plus important, c'est d'essayer de briser le silence. Il faut essayer de faire parler la personne, de la faire verbaliser sur qu'est-ce qui ne va pas. Mais surtout, il faut la faire verbaliser, mais il faut surtout l'écouter, sans juger, puis avec une ouverture. Puis en choisissant quand même le bon moment pour aborder la question. Et je pense qu'en brisant le silence, on peut lui dire qu'on est inquiet qu'on est inquiet pour cette personne-là. Puis on peut lui demander aussi directement, est-ce que tu penses au suicide? Il faut le nommer. Puis souvent, si la personne pense au suicide, ben, elle va probablement se sentir assez soulagée ou très soulagée de pouvoir le confier. Mais c'est gros quand même à recevoir. Et si quelqu'un nous confie qu'elle pense au suicide, je pense je pense que c'est un des points les plus importants, il faut demander des détails. Quand, où, comment elle pense faire ça. Et je pense que plus la personne nous donne des détails, mais plus le risque est important qu'elle passe à l'acte à court ou à moyen terme. Si la personne, par exemple, est allée s'acheter une corde, puis elle a appris à faire des nœuds de pendu, puis s'il y a des plans qui sont précis, là, je pense que c'est vraiment assez dangereux. Puis une chose qui peut être assez bizarre, mais l'acte, au moment de passer à l'acte, c'est souvent un acte un peu quand même impulsif. Fait que c'est mieux d'essayer de rendre les lieux le plus sécuritaires possible. S'il y a des fusils qui traînent, on essaie de les mettre sous clé. D'essayer de ne pas laisser de médicaments traîner, de les mettre sous clé ou d'autres trucs qu'on peut imaginer qui pourraient être utilisés pour que la personne mette fin à sa vie. Et je pense que on peut lui donner des coordonnées, par exemple, je pense à la ligne d'intervention suicide qui est le 1-866 appel, qui est assez facile à retenir, mais où on peut obtenir... 1-866 appel P-P-E-L-L-E, il faut vraiment A-P-E-L-L-E, alors 1-866 appel. Oui. Exactement. Et il y a quelqu'un qui est accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Donc, et je pense que c'est important d'encourager la personne d'aller chercher de l'aide, que ce soit au CLSC, aller voir le médecin, aller dans un centre de crise. Et je pense que si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez même lui offrir de l'accompagner. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Oui, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Je pense que d'être moralisateur, puis de tenter de donner nos propres recettes du bonheur, ça, je pense que c'est pas tellement le winner. Je pense qu'il faut essayer d'aider les personnes à trouver des solutions, puis d'éviter de tout faire à sa place, parce qu'on l'aide pas beaucoup. Surtout ne pas minimiser la gravité des problèmes que la personne va exprimer. Et peut-être un petit truc, c'est faut se méfier que si la personne, tout d'un coup, se sent très bien, alors qu'il n'y a rien de changé dans sa vie. C'est souvent un signe avant-coureur d'un geste suicidaire rapproché. Donc, et si vous doutez de ça,
je pense qu'il faut en parler avec cette personne-là, puis il faut l'ouvrir. Je vais aller rapidement sur les prochains points parce qu'on arrive au bout de notre temps, mais on sait que ça peut être très lourd pour une personne qui aide une personne comme ça en détresse psychologique. Et cette personne, si elle se retrouve dans cette situation-là, elle peut, elle aussi, faire appel là, au service de 1-866-APPE-LLE, 1-800-1866-APPEL. Puis il faut respecter ses limites. Mais je pense que j'aimerais tout de suite aller, si on a quelqu'un qui nous écoute présentement, qui pense au suicide, Pierre, qu'est-ce qu'on lui suggère à cette personne? Mais d'abord, je pense que si vous avez des pensées suicidaires, c'est que vous ressentez une souffrance qui est pour vous insupportable. Et je pense que c'est un signal d'alarme que vous devez prendre très au sérieux. Et encore là, il faut briser le silence, il faut en parler. Parlez de vos pensées suicidaires à quelqu'un en qui vous avez confiance, que ce soit un ami, un voisin, un collègue, ou un intervenant, et n'hésitez pas à appeler au fameux numéro 1-866-APPEL, où c'est des professionnels qui sont habitués, qui peuvent vous aider à trouver des ressources ou des outils. Et vous n'avez pas besoin d'être très articulé. Là. Si on appelle à ce type de ligne-là, en général, c'est parce qu'on a de la misère souvent à mettre en mots ce qu'on ressent, mais dites ce que vous ressentez, puis je pense que c'est... allez-y facilement. Évitez surtout de vous isoler, puis c'est une tendance qu'on a quand on va moins bien, mais je pense que c'est pas la bonne solution. Puis surtout, n'ayez pas peur d'inquiéter vos proches en exprimant vos pensées suicidaires. Je pense que les gens vont être plus contents de vous entendre les exprimer que de vous perdre. Puis je t'amènerai à conclure, toi, Pierre, qui au-delà d'être un médecin qui rencontre ce genre de trucs-là dans ta profession, tu es aussi un être humain. Alors, comment tu conclurais ta chronique? En fait, je vais terminer en disant qu'il y a toujours une partie de la personne qui veut vivre jusqu'à la dernière minute. Et quand je vais mon médecin, mais avec les patients, on va toujours chercher la petite flamme. S'ils viennent dans le bureau déjà, c'est parce qu'il y a un petit espoir. Et peu importe les difficultés que les gens vivent, il est toujours temps d'agir. Alors voilà. On va conclure là-dessus. On rappelle le numéro 1-866-APPEL, APPELLE. Si vous avez des pensées suicidaires, si ça ne va pas bien, vous avez besoin de parler à quelqu'un, c'est le numéro à appeler. Sur ce, on se reparle le mois prochain. Oui, bien certain. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. C'était L'Enfer de Stromae. Et maintenant, un petit bye-bye à Julie Lemieux. Pour le meilleur, avec Julie Lemieux. Eh bien, à Fraîchement Jeudi, aujourd'hui, on va dire au revoir à notre très belle Julie Lemieux. Julie, le meilleur, pour le meilleur et pour le mieux, c'était le nom de la chronique, hein? C'était le fun, hein? Mais ça, c'était le fun. Julie, tu nous quittes parce que, évidemment, d'abord, félicitations, tu as été réélue mairesse du Très Saint Rédempteur. Mais oui, j'ai été réélu avec une grande majorité, en plus, 74%. Avec un taux de participation quand même non négligeable de 48%. Aujourd'hui, vous savez que 48% dans une élection municipale, c'est excellent. Fait que oui, j'ai été réélu haut la main pour la deuxième fois d'ailleurs, parce que la première fois, j'ai eu une élection aussi. Donc, ça fait 2 fois qu'il faut que je prouve à mes citoyens que je suis encore la bonne personne, la meilleure personne du village pour leur destinée. Ben, moi, ce que je trouve formidable, puis on va le souligner parce que ça fait partie de ton identité. Tu es quand même, t'as été élu, tu es une personne trans, tu as été élu, et tu gères une municipalité, c'est pas rien. Tu es dans un milieu rural où les gens pourraient penser que on est moins ouvert. Tu as été réélu, pas rien qu'élu une fois, réélu. Donc, il n'y a pas de problème à être trans dans ton coin. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème à être trans dans mon coin. Puis vous savez que la première fois, oui, la majeure partie du village savait que j'étais trans. Puis là, s'il y en avait qui ne savaient pas, on s'entend-tu que la deuxième fois, tout le monde le savait, ça a été assez médiatisé. C'est plus que transparent. Oui, effectivement. Beau jeu de mots! Mais c'est ça. Fait que le fait est que j'ai été réélu avec la moitié de mon conseil. L'autre moitié a décidé de faire autre chose. Ben, c'est quand même très prenant être un élu municipal. Puis vous comprendrez que depuis les 2 dernières années, encore plus. Bien justement, c'est un peu ça qui explique le fait que tu quittes ta chronique à Fraîchement Jeudi, parce que là, le temps, c'est beau, là, mais le temps, t'en as plus. Bien, effectivement, parce que je m'implique beaucoup aussi dans 2 organismes en ce moment, entre autres l'ATQ, puis un autre organisme qui va voir le jour à Vaudreuil-Soulanges. Et là, présentement, je suis sur 7 comités de la MRC Vaudreuil-Soulanges, entre autres le développement social durable, la table d'aménagement, sécurité publique, le Conseil des arts de Vaudreuil-Soulanges. Fait que j'ai beaucoup de choses à faire chez moi, personnellement, et chez nous, régionalement et localement dans ma municipalité, parce que on a au moins 1 million de projets à réaliser sur le territoire de Tracé-Rédempteur. Beaucoup de citoyens viennent s'implanter aussi à Tracé-Rédempteur. Ça amène beaucoup de travail. Donc, oui, effectivement, il faut qu'à un moment donné, je me concentre sur les choses qui sont plus proches de moi. Pas que c'était loin de moi, la radio, mais là, il faut vraiment que je mette la main à la pâte, puis avec la pandémie, c'est pas chose facile. Oui, la pandémie, ça a été dur pour tout le monde. Moi, en fait, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que, tu vois, t'es mairesse d'une municipalité et peu importe, ta job, c'est de faire ça, que tu sois trans, que tu ne sois pas, que tu sois... peu importe. Et je pense que c'est là qu'on démontre qu'on est en train de prendre notre place. Tu as tout à fait raison. L'idée là-dedans, c'est que les gens, ce qui s'attendent, peu importe c'est comment vous êtes, qui vous êtes, votre empreinte visuelle ou sociale dans la société, vous avez une job à faire, vous avez été élu pour ça, ben on fait la job. Exact. C'est ça qui est important. Peu importe le métier que vous faites, l'important, c'est de faire la job. Puis,
d'ailleurs, c'est une de ces raisons-là pour m'assurer d'être une personne qui fait la job, mais il faut que je me limite dans mes implications pour m'assurer d'être comment dire ça, non? De faire le travail sur lequel on m'a élu. En tout cas, écoute, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Moi, ce que j'aime de toi, justement, c'est que c'est comme ça qu'on a des modèles dans notre société. Quelqu'un qui, oui, tu l'as dit à tout le monde, haut et fort, je suis une femme trans, merci, bonsoir, et tu fais ta job. Et c'est ça qui donne un modèle à suivre. Il y en aura d'autres, on espère, qui vont le faire aussi après toi. Mais un gros merci. Moi, j'ai eu du plaisir à travailler avec toi. Puis on va certainement te recontacter pour d'autres sujets si jamais ça donne. Mais ça va me faire plaisir et idem pour toi. Tu m'inspires autant dans toutes les implications et ta personnalité à travers le métier que tu fais. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, comme on dit commun. Une société d'admiration mutuelle. Exactement. Allez, ciao. Ciao. On termine donc fraîchement jeudi. Merci à nos invités de ce soir. Tout ce contenu sera disponible sur notre page Facebook au cours des prochains jours, @fraîchement jeudi sur Facebook. Et ici Denis Martin Chabot, je serai de retour le mois prochain avec une autre émission de Fraîchement jeudi. D'ici là, passez une bonne semaine.